aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plus d'hommes voilà, dans les postes de chefs de juridiction. À l'époque, les mamans, les arrière-grand-mères, elles ne travaillaient pas, elles s'occupaient des enfants et il y avait moins de dégâts, ce qui est catastrophique. Entre nous, c'est catastrophique d'avoir ce genre de raisonnement. Ce raisonnement, en fait, donne à l'homme ce côté en se disant, de toute façon, c'est moi le chef, c'est moi qui peux faire tout ce que je veux. Elle sera là pour s'occuper de la cuisine et des enfants. La différence qu'on fait souvent avec les hommes, c'est que les hommes sont plus techniques. Ils sont plus minutieux, ils se laissent moins aller aux émotions. Alors oui, on est des êtres émotifs, mais les hommes le sont aussi. Et puis, on va dire la particularité d'un humain qui sait contrôler ses émotions, c'est celui-ci qui va réussir. Les femmes apportent plus de finesse. La femme, en tout cas, plus de finesse que les hommes. Et les femmes sont plus regardants. Parce que je crois que la femme dirige mieux que l'homme. Parce que vous, les hommes, quand on vous donne un peu de moyens, vous créez les postes avancés. Vous avez premier poste avancé, deuxième, troisième et quatrième. Mais nous, les femmes, on reste stagnées là. Et nous avons remarqué que dans nos familles, quand les familles sont démunies surtout, on accorde plus d'importance aux garçons. Parce qu'on se dit, bon, celui qui va être le sauveur de la famille et autres, bon, la femme, bon, elle va trouver quelqu'un qui va l'épouser, ou un matin peut se retrouver enceinte, ou voilà. Quand tu te présentes, on dit, bon, c'est parce qu'on est imposé, hein. Je suis la manager. C'est quand tu arrives, on dit, vous êtes manager, mais vous êtes une femme. Voilà, vous organisez des événements, mais vous êtes une femme, ça c'est un métier des hommes. Vous voyez un peu ce que ça fait? Déjà, il y a les construits sociaux. C'est vrai qu'ici au Congo, la femme est attendue, enfin la place de la femme est attendue, et au sein de son foyer, à s'occuper de ses enfants et de son mari. C'est comme ça qu'elle a été élevée. Elle sait très bien qu'elle ne sera pas jugée à sa capacité à être une bonne chef d'entreprise ou une bonne dirigeante. Elle sera premièrement jugée à sa capacité à avoir un foyer et des enfants. La parité, on ne va pas nous la donner sur un plateau d'argent. On ne nous la donnera jamais sur un plateau d'argent. Ça a toujours été une bagarre. Un engagement global qui fait intervenir les acteurs de premier rang. La locomotive de la parité de genre peine à suivre les rails, mais dans ses wagons, des entrepreneurs sociaux, soucieux de l'épanouissement de la femme, avec pour leitmotiv poursuivre le combat à destination du rayonnement de la mère de l'humanité. Les cartes sont donc jouées. Sur l'échiquier, la parité gagne peu à peu des espaces, des résultats rendus possibles par l'abnégation des contributeurs de tous bords. Au Congo, nous avons ciblé 8 profils. Cindy Gamassa, chef d'entreprise, Peggy Pogno-Ossier, femme de médias, professeur Francine Toumi, scientifique et chercheur, Jessica Mamoni Goma, procureur de la République, Nathalie Kembisila, entrepreneur agro-industrie, Nénette Bissakou, chef d'entreprise, Racheté Rachel Kambela, jeune leader politique et entrepreneur, et 2 entrepreneurs culturels, Shiena Nadia Okunga et Savannah Maxan. 8 profils différents ayant pour dénominateur commun l'amélioration des conditions de la femme et son positionnement comme actrice majeure dans la société. Et avec elle, nous scruterons l'état des lieux de la parité genre, nous évaluerons les réalités et les causes pour déboucher vers des propositions et envisager des perspectives. Congo, pays d'Afrique centrale, au potentiel énorme, avec plus de 5 millions d'âmes qui se déploient au quotidien pour contribuer à la croissance de la nation. Dans cette grande chaleur humaine vogue 51% de femmes, une proportion prenant plus de galon chez les jeunes de 15 à 29 ans et passant à 54%. Mais cette supériorité reste figée sur le potentiel de la population. Alors déjà, un scientifique, pour moi, n'a pas de sexe. Donc je ne peux pas dire que je ne gère pas cette situation. Je fais écouter, je fais entendre ma voix en tant que scientifique. Voilà. Maintenant, c'est vrai que la femme est sous-représentée dans les domaines de la science. Dans mon propre domaine, en Afrique, ça va entre 55% en Tunisie, 13% au Congo, de femmes dans les sciences. Donc, effectivement, là, il y a une sous-représentation qui cause problème. Et donc, en tant que femme, cela, évidemment, me perturbe et me gêne. Mais au quotidien, cela ne m'empêche pas de travailler dans un environnement masculin. Parce que dès qu'on est autour de la table, en toute honnêteté,
il n'y a plus de sexe, il n'y a que les idées qui fonctionnent. Oui, nous avons 70% de femmes polyvalentes et 30% d'hommes. Comme je vous le disais, la différence principale dans la magistrature, c'est le fait qu'il y ait plus d'hommes et plus d'hommes qui exercent donc des fonctions de chef de juridiction. Ça, c'est sûr que nous n'avons pas autant de femmes qu'on aurait voulu à ces postes de responsabilité. Je pense que c'est véritablement ça la problématique. Même à l'université, 9/10 des professeurs sont des hommes. En cycle d'études secondaires, les professeurs de mathématiques sont des hommes, sciences physiques sont des hommes. Alors comment réussir à susciter l'intérêt ou la vocation de la jeune fille qui a du mal à s'identifier? Tout de suite, elle se dit que ce sont des métiers d'hommes et ne cherche pas à franchir le cap. Bon, dans l'agro-business en général, je dirais qu'il y a plus d'hommes. Mais si on parlait de l'agriculture, simplement, on dira qu'il y a plus de femmes. Bon, parce que depuis toujours, les femmes sont plus engagées dans l'agriculture. Mais dans le monde agro-business, il y a plus d'hommes. On a souvent peur, des grands défis surtout. Et par rapport aux préjugés des gens aussi, ça nous décourage. Et si on ne cherche pas à nous défier nous-mêmes, à se relever et à essayer de faire face à toutes les difficultés, c'est difficile. Parce que c'est déjà un monde très difficile et quand on est encore une femme, ça devient doublement difficile. Donc voilà un peu, il y a trop d'obstacles sur le chemin dans l'agro-business. Et ces difficultés, souvent les femmes, on évite, on fuit ces difficultés-là. Quand vous arrivez dans les reportages, on peut voir des femmes. À la télévision, on peut voir des femmes. Mais au poste de responsabilité, ce n'est pas encore ça. Nous avons 2-3 femmes à la tête d'une chaîne de télévision interdépartementale, des femmes qui se battent, des femmes de caractère. Nous avons des postes qui sont occupés par des femmes dans les postes de direction. Mais ce n'est pas encore ça. Et la plupart du temps, j'en parlais justement avec un collègue, lorsqu'on parle de reportage, la femme va ramener son quotidien à la télévision. Elle va ramener son quotidien à la radio ou bien à la presse écrite. J'ai mes enfants dont je dois m'occuper, je dois faire ceci, c'est-à-dire qu'il y a toujours un boulet qui va faire qu'elle va traîner les pieds et qu'elle ne va pas être dynamique au point où on va lui attribuer des tâches qui pourraient, parce qu'on parle de parité, hein, c'est-à-dire ce qu'un homme fait, une femme peut le faire. Maintenant, concernant les femmes, la majorité finissent des femmes au foyer. Et la majorité abandonne parce que la lutte, elle est rude. C'est un secteur où on dit ça vulgairement, on a un langage qu'on utilise vulgairement, c'est donner pour recevoir. Alors si tu ne sais pas dire non, tu es mal barré, quoi. Tu mets ta carrière entre guillemets. Et souvent, les femmes qui ont de la valeur, parce qu'une femme qui estime qu'elle a quelque chose dans la tête, elle a son potentiel, ne peut pas se laisser faire pour atteindre ses objectifs. Donc ce qui fait que d'autres se refroidissent, arrêtent avec la musique, d'autres se retrouvent dans le foyer. Et puis bon, après c'est le monsieur qui dit « je veux plus que tu chantes parce que tu te fais sexy devant, devant le public et ça suscite la jalousie. » Certes, il y a une évolution des mentalités, il n'en demeure moins l'existence d'une domination prégnante de la junte masculine dans la sphère sociale et décisionnelle. Une situation qui tire aussi ses origines du rôle socialement assigné à la femme et des stéréotypes. Une femme dans une maison, c'était comme une fleur qu'on doit arroser, mais ce n'est pas une personne qui a porté par exemple son soutien ou son aide à son homme ou bien même dans une structure. Aujourd'hui, on peut en parler un peu plus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des conférences sur le leadership, mais c'est encore vraiment les balbutiements, ce n'est pas tout à fait encore dans la mentalité des femmes congolaises de le faire. Et même lorsqu'on regarde, même la plupart des jeunes filles, elles sont encore dans le modèle, je finis mes études, je finis même pas mes études, je vais me marier. C'est-à-dire, c'est pas une personne qui va dire que je vais finir mes études, je vais travailler. Quand je vais travailler, je pourrai me marier, avoir mes enfants. C'est vraiment, pendant que je suis en train d'avancer, il faut d'abord que je me marie avant toute chose, quoi. Donc, c'est pas vraiment dans la mentalité de travailler pour s'assumer. Voilà, c'est pas encore ça. On dit que la place des femmes, c'est à la cuisine. Mais quand vous voyez les concours et les grands chefs, ce sont des hommes.
Vous voyez le concours Michelin qui est encore... Alors, donc là, si je parle du club Michelin, sur 100 chefs, je pense qu'il n'y en a que 7 qui sont des femmes. Et le concours Michelin n'est accessible encore qu'à un infime pourcentage de femmes. Donc tout ça, c'est toujours des choses paradoxales parce qu'on se dit comment ça se fait que les femmes n'arrivent pas à percer dans le milieu professionnel alors que c'est des places qui sont soi-disant par prédilection destinées aux femmes. Déjà, les stéréotypes. L'image de la femme scientifique est une image négative, une femme qui ne fait qu'étudier, qui ne se consacre pas à sa famille, qui va rater sa vie personnelle. Les stéréotypes, on parle de stéréotypes. Études trop longues, donc les femmes ont... Donc le regard négatif de la société, et on est dans une société où les femmes évidemment font aussi très attention à cela culturellement, ce qui fait qu'il y a peu de filles qui osent, elles aiment les sciences, les femmes aiment les sciences, mais elles n'osent pas s'engager quelquefois du peur du quand dira-t-on ou du stéréotype. Mais concrètement, même moi-même qui est femme, j'ai beaucoup constaté. J'ai constaté ça, que les femmes ne s'intéressent plus à l'entrepreneuriat, ne s'intéressent plus à rien qu'aller dans des enterrements, aller là où on boit, aller dans... Donc, tout le monde, les femmes sont distraites. Les femmes sont distraites. Mais pendant ce temps, c'est l'année de l'entrepreneuriat féminine. Dans ce monde d'agro-business, on nous parle souvent d'une forme pour ne pas dire prostitution, de légèreté, parce qu'on se dit qu'on est prêt à tout pour trouver des financements, on est prêt à se vendre, et qu'on utilise parfois nos activités pour de prétextes, tandis qu'au fond, on n'a aucune activité, on n'a aucun produit à vendre, et ça nous sert juste d'argument pour aller de bureau en bureau, et se vendre et se faire de l'argent et autres. Donc il y a ce genre de préjugés, et quand tu es une femme, c'est pas facile. La femme est très liée à sa fierté, à son estime surtout. Et dans ce genre de business, il y a souvent des accusations telles que vous avez détourné les fonds, vous êtes venu présenter des projets, on vous a financé, mais les projets et les financements que vous avez reçus n'ont jamais servi pour démarrer quelconque projet, pour démarrer une activité. Et nous, les femmes, souvent, on n'aime pas être liées ou citées dans ce genre d'affaires. Détournement de fonds pour une femme, c'est presque un crime. Vous voyez, donc souvent les femmes évitent. C'est de la même manière qu'elles fuient le domaine politique et autres. Dans tous les domaines, les femmes sont vraiment menacées et tout, voilà, à cause des préjugés. En revenant sur les chiffres, on peut constater qu'au Congo, le taux de scolarisation et d'accès de la population féminine à la scolarité est quasi identique à celle des hommes. 89,4% chez les filles et 89,2% chez les garçons. Mais le parcours à l'instruction n'est pas pareil. Au secondaire, on peut observer un abondant plus accru chez les femmes, environ 3,1% contre 2,3% chez les garçons. Un décrochage qui se fait de plus en plus tôt, 14 ans chez les adolescentes et 16 ans chez les adolescents. Un décrochage accentué par les grossesses précoces, la précarité, les mariages et préjugés. Je me rappelle une fois, mon père qui aujourd'hui a changé, hier il se disait... Pourquoi investir autant d'argent dans l'éducation d'une femme pour que ça finisse finalement dans une cuisine, dans une marmite? Pour lui, il se disait, les femmes, bon, ça ne sert à rien de dépenser autant dans leur éducation parce qu'au final, un homme va sortir de nulle part, viendra l'épouser et puis ça aurait servi à rien. Vous voyez? Et parce que moi-même aussi, j'ai failli rater mon éducation, simplement parce qu'on était dans une situation très difficile financièrement. Et j'ai failli être victime de ça. Il a fallu que j'accepte de sortir dans la rue, vendre de l'eau, vendre ceci, pour que moi-même je puisse financer mes études et poursuivre mes études jusqu'à aujourd'hui. Dans la formation professionnelle et l'enseignement supérieur, l'écart se creuse laissant un fossé abyssal qui plus tard aura un impact sur la présence des femmes au poste d'emploi et de responsabilité. À ce propos, en 2012, le ministère de l'Enseignement supérieur comptait dans son effectif 32,17% de femmes parmi les étudiants des 11 établissements de l'université Marien Ngouabi. Dans les études, il y a, on va dire, on a une parité qui est là. On peut observer, on dit 49% de femmes qui s'enrôlent à l'école. Et puis quand on arrive au niveau supérieur, là, on passe à 7%. Ça chute. Surtout dans les STEM où elles sont absentes.
Et en fait, en général, là je parle en Afrique et au Congo. Donc ce décalage-là, il faut se rendre compte que les femmes donc, se retrouvent en zone rurale et qu'elles se retrouvent tout de suite à être exposées soit au marché du travail sans avoir des compétences particulières ou qu'elles se retrouvent, comme je disais, relayées au second rôle, donc dans les maisons et à des rôles domestiques alors qu'il y a énormément à faire. Vous savez, si on commence même à repartir depuis l'école, on remarquera que les filles sont souvent les meilleures à l'école et puis à un moment donné, elles ne sont plus là parce que la vie fait qu'elles s'arrêtent, parce qu'elles sont devenues mamans, parce que voilà, elles n'ont pas le soutien qu'il faut. Au Congo, il existe un corpus législatif. La Constitution garantit l'égalité des droits entre hommes et femmes. Et le gouvernement, en 2008, a mis sur pied une politique nationale du genre, construite sur un plan d'action adossé sur des lois, lesquelles lois sont très souvent méconnues ou n'ayant aucun moyen coercitif. Il y a un texte de loi qui dispose que les partis politiques doivent désormais présenter 30% de femmes au sein des différentes listes électorales, en candidature zébrée. Tout simplement, cette disposition électorale n'est adossée à aucun caractère coercitif. Le parti qui ne s'y soumet pas ne se voit pas attribuer une amende, pénalisé ou quoi qu'il puisse être, ou bloqué tout simplement. Alors, d'une mandature, d'une législature à une autre, ces 30% de quotas de femmes ne sont généralement pas atteints. Il y a des lois qui sont en place, mais qui ne sont pas forcément connues. Il faut en fait ici au Congo qu'il y ait une vulgarisation des textes qui permet en fait finalement de faire une réévaluation en fait de ces textes de loi pour savoir si elles sont toujours en phase avec la réalité des femmes. Le corpus législatif doit faire davantage de vulgarisation des textes, d'évaluation des textes et associer les parties prenantes, donc les femmes et les hommes, pour pouvoir savoir comment est-ce que ces textes-là doivent être plus adaptés. Les allocations familiales sont perçues sur la fiche de paye de l'époux. Parce qu'en règle générale, c'est l'homme qui travaille et la femme qui élève les enfants. Donc, encore, au XXIe siècle, les allocations familiales sont perçues par l'époux. Un ensemble de choses qui peut constituer un frein dans l'autonomisation de la femme et son épanouissement. Néanmoins, les mentalités s'ouvrent à la question. Des évolutions sont notables. Je trouve que les choses évoluent quand même. Les mentalités sont en train d'évoluer et en train de s'ouvrir sur la question. Dans le milieu de la justice, j'ai envie de dire que vous savez, au Congo, nous sommes privilégiés, honnêtement, parce que aujourd'hui, dans plusieurs sphères privées notamment, il y a cet aspect de l'égalité salariale qui n'existe pas justement en matière de justice, on va dire ça comme ça. Un homme magistrat a le même salaire qu'une femme magistrat, ça c'est quelque chose de tout à fait positif. Il y a aujourd'hui de plus en plus de femmes qui aspirent aux fonctions dans la magistrature. Donc voilà, nous avons eu des femmes au Congo qui ont été procureurs générales, procureurs de la République. Nous en avons même encore quelques-unes. Bon, moi, comme je suis plus dans le secteur privé, je trouve qu'il y a une amélioration. Certes, les changements se font sentir. Il n'en demeure moins qu'à l'observation de certains témoignages et faits sociaux que la femme demeure reléguée au second rang. Je me suis retrouvée une fois à une réunion où justement il y avait des échanges d'idées et puis je donne mon idée. Elle n'était pas entendue. Les gens faisaient comme s'ils n'entendaient pas. Bon, au début, j'observe, je recommence, je redonne mon idée, la même chose. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment haussé le ton en disant, bon, écoutez, si je suis venue pour perdre mon temps et que mon avis n'a pas de poids, j'ai d'autres activités qui m'attendent. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de travail. J'ai dit, j'ai d'autres activités qui m'attendent, alors excusez-moi, mais je vais partir. Ça a jeté un froid et à partir de là, ils ont fait un peu plus attention. L'année dernière, il y avait une opportunité de l'idée donc des projets de communication pendant les élections présidentielles ici au Congo. Et à cette période-là, j'étais enceinte.
Donc non seulement, donc tout de suite, ça vient à l'esprit, ah non, elle est indisponible, ce n'est pas possible qu'elle travaille. Et voilà, vous voyez, les femmes, c'est à cause de ça qu'on ne peut pas leur donner responsabilité parce qu'à tout moment, il peut leur arriver quelque chose. Cette opportunité-là, je l'ai apprise bien après. Donc j'étais déjà à terme et c'est après que j'ai entendu cette histoire et je me suis dit, mais vous voyez comment vous refusez des opportunités aux personnes alors que j'ai travaillé pendant toute ma grossesse jusqu'à ce que je sois à terme et je n'ai eu aucun problème. On m'appelait garçon manqué. Parce que c'est la société qui est comme ça. Vous savez, la société est faite avec un système où automatiquement on pense que la femme doit jouer un second rôle dans la société. C'est comme ça. Et quand il y a une femme qui essaye de vouloir être leader dans ce qu'elle veut faire, on te traite de garçon manqué. Parce qu'on s'est dit que tu n'es pas totalement une fille. Parce qu'une femme, pour eux, une femme, une fille accepte cette règle-là, selon laquelle elle doit jouer un second rôle et tout. Et que bon, elle doit dépendre d'un homme, elle doit se contenter à la limite de trouver un emploi quelque part, mais pas chercher à être leader dans ce qu'elle veut faire. Voilà. Quand je suis arrivée dans les médias, il n'y avait que des hommes. Et je me suis lancée. Les hommes disaient, tu ne pourras pas, tu vas te fatiguer, ils vont marcher sur toi. J'ai dit non, j'ai tenu tête aujourd'hui. J'ai un petit nom dans mon pays. Tu ne peux pas passer dans les rues de Brazzaville sans parler de Sheila Okonga, ni écouter une chanson congolaise sans que mon nom soit cité, parce que j'ai lutté. Oui, dans le milieu professionnel, parce que mis à part que je fais du management, j'ai quand même eu à travailler dans les milieux administratifs où malheureusement j'ai eu la malchance d'avoir été victime à plusieurs reprises quand même et d'harcèlement sexuel, quoi. Des construits sociaux qui frustrent empêche tout épanouissement et reconnaissance de la femme. Les contributions scientifiques des femmes ne sont pas reconnues autant que les hommes, mais il faut que cela soit plus. On n'a que 6% de prix Nobel féminins. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de prix Nobel masculins qui, normalement, auraient dû revenir à des femmes. Et c'est connu, mais tout simplement le machisme masculin dans le laboratoire. Défendre ses idées quand on est femme face aux hommes est un exercice pénible. La femme africaine, en tous les cas, ne se met pas facilement en avant, déjà. Donc, déjà, culturellement, il faut se faire violence pour se mettre en avant. Et dans le combat des idées autour d'une table, le caractère masculin, je l'ai constaté déjà moi-même, je l'ai vécu, le caractère masculin veut imposer, surtout face à l'idée d'une femme, veut imposer son idée. Donc, quand la femme va proposer une idée, elle va être critiquée très rapidement, même si l'idée est bonne, mais juste par principe, parce que il n'a pas eu l'idée, alors c'est que, bon, l'idée ne doit pas être bonne. Une attitude ancrée dans nos mœurs qui se révèle très tôt. Et je le vois aussi avec mes étudiantes quand j'enseigne. Généralement, dès que je pose une question, les garçons imposent leur voix. Même quand une fille donne la réponse, le garçon va donner la réponse, mais de manière plus bruyante, pour voiler la réponse de la fille. Mais c'est fait presque sans s'en rendre compte. C'est vraiment des mécanismes qu'il faut là aussi changer. Et je dis à mes étudiantes, ah ben non, ne vous laissez pas prendre la parole, vous devez défendre votre parole. Des situations très entretenues dès le bas âge par une éducation très patriarcale, mettant en avant une supposée supériorité de l'homme sur la femme et obstruant d'un voile épais la complémentarité qui est le socle de tout développement et épanouissement. Par ailleurs, d'autres causes peuvent être évoquées pour mieux comprendre le frein à la parité du genre. Si les femmes sont bien formées, je pense que les questions de parité se règlent naturellement sans effort. D'ailleurs, j'encourage les femmes de se former. Ce n'est que par là que nous allons réussir l'égalité de la parité hommes et femmes. Vous vous rendez compte, l'ambassade des États-Unis m'a donné la salle, m'a donné la sonorisation, m'a donné même la collation et même le prix à te payer. Il faut former les femmes. Mais quand tu appelles, venez vous inscrire et quoi là, et rien. Je dis, mais un problème. Hormis le volet formation, la société congolaise ne propose pas assez de modèles. Parce que l'un des problèmes aussi
du fait qu'il y a peu de femmes qui s'engagent, les rôles modèles. Quels sont les modèles sur lesquels les jeunes filles peuvent se projeter et se dire « je voudrais lui ressembler ». Donc il fallait travailler aussi sur ce rôle modèle. Il y a les réponses standards, on va dire les grossesses précoces, les mariages précoces, à partir de la classe de 4e, la déperdition scolaire. Mais à mon sens, je ne pourrais pas dire la véritable raison parce que ça viendrait sous-entendre que toutes les autres soient factuelles. Mais à mon sens, le principal frein, c'est le manque de modélisation. Les femmes sont trop peu nombreuses à des postes de direction pour susciter des vocations. À ce contexte s'ajoute la responsabilité de la femme. Si on parle de 8 mars aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a encore ces inégalités-là. Alors, on se dit qu'un homme serait beaucoup plus enclin à avoir un poste de responsabilité qu'une femme. On se dit que la femme, elle aura les enfants malades, il faudra les emmener à l'hôpital, elle aura peut-être le ménage à faire en plus, donc elle ne pourra pas forcément avoir les mêmes réflexes que l'homme. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que les femmes elles-mêmes aussi refusent parfois, en se disant, peut-être qu'il vaut mieux que moi, je reste à ma place de femme, où tout se passe assez, voilà. Il faut avoir suffisamment de courage pour poursuivre. Oui, et à celles qui se découragent, qui ne veulent pas affronter les mêmes difficultés. Et généralement, les hommes, puisqu'on sait bien que les hommes ont plus d'autonomie financière que nous, les femmes, et ils ont parfois d'autres techniques pour mobiliser les fonds, les ressources. Et nous, ce n'est pas toujours facile. Et quand tu perds tout ton investissement, tu n'as plus suffisamment de courage et de motivation pour te relancer à nouveau. Le deuxième jour de l'ouverture de la boucherie, j'avais des impôts sur moi. J'avais la visite des agents des impôts. Pour venir faire quoi? Je viens d'ouvrir. Parce que je connaissais que vous n'avez pas le droit. Et j'ai eu une période pour travailler. Mais si c'est une personne qui ne connaissait pas, qui ne connaissait rien de la fiscalité, qu'il y a telle loi, qu'il y a telle règle, vous avez peur. En quelque temps, vous avez fermé. Il y a déjà le doute que nous avons nous-mêmes en nous disant est-ce que moi, femme, je pourrais? C'est de se dire tous ces freins naturels, je vais être maman, il faudra s'occuper des enfants. Vous savez, aujourd'hui, nous entendons encore des phrases pour dire s'il y a de plus en plus d'enfants délinquants, c'est parce que maintenant, les femmes, elles travaillent aussi. À l'époque, les mamans, les arrière-grand-mères, elles ne travaillaient pas, elles s'occupaient des enfants et il y avait moins de dégâts, ce qui est catastrophique. Entre nous, c'est catastrophique d'avoir ce genre de raisonnement. Mais ce sont des raisonnements qui effectivement peuvent pousser la femme à se dire je n'avance pas, je reste à ma place de femme, tout se passe bien. Premièrement parce qu'elle pense que le milieu politique c'est un terrain des requins. Voilà. C'est des loups qui sont là et ils se bouffent entre eux et les femmes se disent je ne vais pas entrer dans ça, je n'ai pas suffisamment d'énergie, de force pour résister et me battre contre tous ces loups. Voilà un peu, et on se dit souvent que les femmes, dans tous les milieux de leadership surtout, que ce soit politique, d'entrepreneuriat et autres, que les femmes sont comme des objets. Des objets qui finissent par être des objets sexuels pour tous ces leaders et autres. Donc. Et on essaie souvent d'imaginer que l'élévation d'une femme ou la réussite d'une femme est toujours liée à une quelconque relation intime avec un grand homme ou un grand leader qui a permis à cette femme d'émerger. Parce qu'elles ne s'engagent pas. Les femmes ont peur de s'engager. C'est-à-dire c'est des prises de décision. Parce que lorsque vous vous engagez, ça veut dire que vous partez pour 3, 4 ans, 5 ans. Mais la plupart des femmes ont peur de s'engager dans la production. Elles ont peur parce qu'il faut aller chercher des sponsors. Parce que nécessairement, vous êtes productrice. Ce n'est pas vous nécessairement qui devez avoir de l'argent. Vous pouvez trouver des producteurs. Et c'est justement cette implication. La plupart des femmes donc ramènent leur maison au niveau du boulot. On a tous des enfants, on a tous un mari, on a tous des charges familiales, même lorsqu'on est encore célibataire. Mais on les ramène au niveau du boulot, on est encore à cette étape-là. En outre, les charges familiales sont très souvent arguées comme prétexte au frein à la parité du genre sur le plan socio-professionnel. Un argument qui est un épiphénomène et rejeté en bloc par les femmes qui s'organisent. Beaucoup d'organisations et beaucoup de sacrifices. Je dirais presque, il m'est arrivé, ça c'est pour le coup une anecdote, lorsque j'étais en Allemagne et que j'allais
à un congrès dans un autre pays européen. Je partais le matin de la maison, mon enfant dormait avec toutes les instructions et puis moi j'arrivais dans une autre capitale européenne, mon enfant se réveillait et c'est moi qui le réveillais depuis l'aéroport où j'arrivais pour que, voilà, alors bon, je gérais ma famille tout en voyageant, en étant dans les taxis, en débutant une réunion, décider du menu, tout en dirigeant une réunion, penser quel est le menu de ce soir, il faut penser au cours des enfants. C'est le quotidien de toutes les femmes, mais c'est vrai que moi j'ai souvent géré ma vie familiale dans l'avion, entre deux avions. Mais vous pouvez avoir une dame de ménage, mais ça ne suffit pas pour une maison. Il faut que vous regardez, il faut que vous donnez les directives, ce qu'il doit faire. Sinon, votre maison sera toujours sale. Donc je regarde, le matin je fais mon programme, ce que le cuisinier peut préparer et ce que moi je peux préparer. Ce que moi je peux préparer, je viens plus tôt, avant que mon mari arrive, je prépare et l'après-midi je reviens au boulot. Je vous parle par exemple du saka-saka. Je ne vais pas laisser un cuisinier préparer le saka-saka. Généralement, les mardis c'est mon jour de repos. J'ai fait mon saka-saka et je mets au congélateur. On mange un peu. Ah, du côté timing, moi, le temps, vraiment, je le respecte. Donc, du coup, moi, le temps, je connais le gérer. Et moi, je gagne en temps. Moi, je dors tard. C'est moi qui dors tard dans la maison. C'est moi qui me réveille tôt. Donc, je gagne à partir de... Je dors à 19h. Je me réveille 21h. Et je commence à travailler 21h jusqu'à 1h du matin. Parfois jusqu'à 2h. Je dors 5h. Je dois me réveiller, enlever tout le bazar que j'ai fait au salon. Je dis même à mes travailleurs, moi je gagne en temps. Et là où ils ont laissé le travail, quand ils viendront voir déjà le lendemain, moi j'ai déjà chargé tous mes pots, j'ai déjà chargé les enveloppes. C'est ça qui est ma force. Quand je suis au boulot, j'oublie ce que je fais à la maison. C'est-à-dire je suis factuelle. C'est-à-dire je sais que j'ai mis tout en place pour qu'une personne s'occupe de mes enfants. Je vais au travail de 8h à 17h ou lorsque j'ai une production ou une modération, je sais qu'il y a des personnes qui sont là pour s'occuper de ça. Maintenant, au début de ma carrière, je n'avais pas tout ça. Mais j'ai essayé, c'est-à-dire chaque chose va avec certaines étapes. Donc je m'arrangeais et c'est le conseil que je donne aux jeunes femmes qui veulent s'engager en journalisme. C'est vraiment un engagement à temps plein. Parce que c'est une question de passion, c'est une question d'engagement et vraiment il faut y aller et avoir de la volonté. Sont illustrés à travers leurs actions. Déjà sur la place digitale, j'ai cette présence-là, je passe des messages en permanence sur mes différents réseaux donc personnels et donc après il y a un relayage. Mais pour cette année 2022, je vais davantage maintenant, on va dire, m'impliquer personnellement à travers Numérica. On va maintenant créer un nouveau relais qui sera, on appelle ça Numérica Association, Numérica Mouvement, qui permettra de faire des formations et des ateliers. Je me suis bien rendu compte qu'autour de la table, j'étais souvent seule ou que nous étions très peu représentés et que là, j'avais une responsabilité du fait d'avoir pu développer, d'avoir pu faire carrière dans les sciences. Il était de mon devoir de montrer la voie aux autres pour qu'elles osent leur témoigner, faire témoignage de mon expérience pour qu'elles osent. Mon combat, c'est qu'il y ait plus de femmes dans la boucherie que d'hommes. Il y en a évidemment qui s'engagent, il y a des jeunes femmes, des jeunes filles qui s'engagent dans les sciences et celles-là, il ne faut pas les décourager, il faut les encourager. Et nous, la Fondation leur accorde des bourses, celles qui sont en Master 1, Master 2 pour continuer en thèse et puis celles qui sont déjà bien engagées dans les carrières scientifiques, les reconnaître. Et je me suis engagée pleinement dans le combat de l'éducation de la jeune fille. On a même lancé un projet au niveau du parti où j'évolue, Elenge Mwasi Nakela, c'est qui consiste simplement à scolariser les jeunes filles démunies. Donc les jeunes filles issues des familles démunies, on les localise, on les identifie et on les met sur le banc de l'école. Voilà, c'est un peu ça. Et aussi lutter contre justement ces raisons qui font en sorte qu'il y ait le décrochage scolaire au niveau de la jeune fille. Un combat légitime, un sacerdoce pour éliminer les inégalités entre les sexes. Une bataille qu'aussi épousée Madame Danielle Sassou Nguesso depuis plus de 5 ans à travers la Fondation Sunga qu'elle a fondée.
et préside les destinées. Mon expérience personnelle en tant qu'entrepreneur, j'avais véritablement l'impression d'évoluer comme une sorte d'ovni dans cette société. Seule femme, opticien lunetier à l'époque, congolaise. J'ai eu l'opportunité de pouvoir reprendre des études. Et celle-ci était sanctionnée par la rédaction d'un mémoire qui débouchait sur 5 recommandations principales, dont l'une était la création d'une entité qui saurait porter la voix des femmes, se faire écho. Nous étions également sur un constat, l'état des lieux, peu élogieux de la réalisation des OMD, des objectifs du millénaire pour le développement. Et c'est un petit peu l'ensemble de tous ces facteurs qui nous ont amenés à décider de créer cette entité, la Fondation Sunga, qui saurait porter la voix des femmes, qui saurait les défendre notamment sur ces questions d'égalité. Des éléments de motivation qui ont conduit à mener des actions. Alors le projet Focus Group nous a amenés à dresser un état des lieux, une véritable cartographie de la position et de la situation de la femme en République du Congo. Et il nous sert dorénavant de KPI, d'indice de mesure de changement de mentalité dans le temps, d'une année à l'autre. Et le grand projet d'incubateur visant l'autonomisation de la femme voit le jour. Où nous avons décidé d'accompagner des porteuses de projets et de passer en revue toutes les étapes de la formalisation de l'entreprise. Après, vous savez, le management, la comptabilité, la fiscalité, etc. Et à l'issue de cette formation de 6 semaines, formation certifiante, nous les avons préparés à aller auprès des bailleurs de fonds, des banques de la place, obtenir le prêt d'amorçage qui a permis à certaines d'amorcer leurs activités, de commencer à se lancer dans l'entrepreneuriat. Une approche technique plus pragmatique qui a conduit à la production d'ouvrages guides dénommés « Genre et développement en République du Congo ». Tous ces chiffres, toutes ces données nous ont permis de rédiger notre premier ouvrage en 2017, « Genre et développement en République du Congo ». La Fondation Sunga est résolument dans l'accompagnement de la femme. Parce que les 6 semaines de formation, ça m'avait beaucoup aidé, surtout pour rédiger le business plan. Je ne connaissais pas rédiger le business plan. Et c'est vrai, mon entreprise, j'ai travaillé avec les enfants et avec mes travailleurs, mais vraiment on bricolait. Et la formation, ça m'a beaucoup aidé, surtout en développement personnel. J'ai compris beaucoup de choses et ça m'a aidé à voir comment gérer mon entreprise. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Et en plus, j'avais bénéficié d'une subvention qui m'avait permis d'aller en Chine acheter mes machines de transformation, grâce à Sunga. Vraiment un chapeau, tous les jours je dis merci à la Fondation Sunga. La parité du genre est un engagement de tous les temps et de tous les corps sociaux. Le travail de synergie entre les hommes et les femmes, travailler aux côtés des hommes. C'est un travail qui doit se faire, j'ai envie de dire, s'il faut revenir sur cette notion de chef de famille, sur cette notion de leader que vous, les hommes, vous avez naturellement, mais vous devez vous dire qu'en réalité, c'est de votre responsabilité de pouvoir pousser les femmes à s'améliorer en réalité. Il faut un vrai éveil en fait du côté de l'homme pour qu'il comprenne que les droits de la femme ne sont pas une guerre contre lui, non pas du tout, au contraire. Une fois que la femme assume son rôle de femme, assume ses responsabilités, ça ne fait qu'un équilibre en fait magnifique. Pour la croissance et le développement de nos sociétés, il est recommandable de réduire les inégalités du genre et de contribuer à l'autonomisation de la femme. Oui, comme toujours, c'est encourager les jeunes filles à prendre leur courage, à se lever, à innover, à prendre conscience de leur potentiel. D'abord, d'être courageuse, de se former et de se lancer. De ne pas avoir des préjugés que ce boulot, ça regarde que la femme, que l'homme, que la femme. Mais il faut se lancer, il faut se donner, il faut se lancer et ça va aller. Plus de volonté. Si vous avez la volonté, vous allez réussir. Et je demande aux femmes d'avoir beaucoup de volonté pour qu'il y ait la parité entre hommes et femmes. Juste envie d'encourager les femmes à aspirer, à avoir, à s'exprimer en fait, tout simplement, à vivre leur vie de femme, tout simplement leur vie de femme, parce que leur vie de femme implique justement le côté professionnel, le côté privé, et d'assumer, ne pas avoir honte, ne pas se dire bon mais je suis une femme, c'est peut-être un handicap, pas du tout, au contraire. En tant que femme, on peut tout faire.
Mon dernier mot, c'est d'appeler toutes les femmes et qu'on commence d'abord à s'organiser, à travailler en association, à travailler en communauté, à travailler... Parce que j'ai remarqué au Congo aussi, chacun pour soi, Dieu pour tous. Et quand toi tu connais, ils ne veulent pas t'approcher de toi et ils te disent que c'est toi qui les fouilles. Mais c'est moi le médecin, toi tu es malade, c'est à toi de venir me consulter. Je ne parlerai même pas de que la parité soit respectée. Je parlerai vraiment que l'on nous donne la possibilité de montrer de quoi on est capable. Voilà, si on nous donne cette possibilité, je pense qu'on trouvera des femmes qui sont capables de faire le même travail que les hommes, puisque nous sommes partis dans les mêmes écoles, nous avons fait les mêmes formations et je pense que nous avons les mêmes compétences et c'est possible de le faire. Alors, pour renverser, d'abord, les femmes ne doivent pas se taire. Il faut qu'elles arrivent à dire non. Et si le non qu'elles disent un peu à voix basse, ça n'arrange personne et qu'elles apprennent à dire non à voix haute. Déjà, ne fût-ce que dans le quotidien, qu'il y ait plus de femmes associées à la prise de décision, ne fût-ce que associées à la prise de décision, plus de femmes qui représentent le Congo, parce que on ne cesse de dire que les femmes représentent 51% de la population, soit un Congolais sur 2, voire un petit peu plus. Et tant qu'elles ne seront pas associées à la prise de décision, qu'elles ne seront pas associées au parcours de développement, il est utopique de penser que nous puissions, nous, Congo, atteindre le développement en se privant de la moitié du capital.